Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Venice, un jeu d'Andrei Novac et David Turkzy, édité par Atalia pour 1 à 5 joueurs de 14 ans et plus et des parties de 60 à 90 minutes. Au XVIe siècle à Venise, de riches marchands influents parcourent les canaux de la ville à bord de leurs gondoles. Ils forment des assistants, concluent des contrats et usent de leur influence pour obtenir le pouvoir politique. Mais leurs affaires sont obscures et ils flirtent avec le crime. Ils doivent se méfier pour ne pas éveiller les soupçons de l'Inquisition s'ils ne veulent pas être arrêtés et voir leurs entreprises fermées pour de bon. Au niveau du matériel, vous allez avoir 26 cartes mission, 22 cartes influence, 5 cartes faveur, 24 cartes contrebandier qui serviront pour les parties à 1 ou 2 joueurs. Également 27 cartes doge pour les parties solo. Vous allez retrouver 22 ressources de céramique en orange, de étoffe en violet et d'argent en gris. Également une douzaine de tuiles bâtiment. Vous allez également avoir des pièces en 1, en 5 et en 10, soit 45 pièces en tout. Vous allez avoir un pion fin de partie, un pion espion, 4 pions contrebandiers qui serviront pour les parties à 1 ou 2 joueurs, le jeton premier joueur et le jeton premier mouvement. Pour chaque couleur de joueur, vous aurez 2 gondoles, 2 ponts, 1 gondolier, 4 marqueurs et une dizaine d'assistants. Là, vous voyez le bleu, vous avez aussi du violet, vous avez du orange, du noir et vous avez également du vert. Pour chaque joueur, vous aurez aussi le plateau joueur qui va bien. Et enfin, il reste le plateau central recto verso côté jour ou nuit. Pour la mise en place du jeu, vous allez d'abord et bien entendu déployer le plateau au centre de la table, du côté qui vous fera le plus plaisir, entre le côté jour que je vous ai mis là et le côté nuit, mais ils sont identiques à part le côté graphique bien entendu. Sur ce plateau, vous allez placer l'ensemble des tuiles bâtiments au hasard sur les emplacements des tuiles bâtiments. Les emplacements, ils sont entourés comme cela, les tuiles bâtiments c'est celle-ci. Vous les déployez donc sur tous les emplacements disponibles au hasard, ce que j'ai fait ici. Vous allez mettre le pion fin de partie sur la piste du Grand Conseil. Il est là, la piste, c'est celle-ci qui remonte, vous la voyez en rouge tout au long du plateau. Vous allez mettre ce pion selon le nombre de joueurs, c'est directement indiqué sur le plateau. Moi je suis dans une partie à 3 joueurs, donc ça allait sur la case 12, ce que j'ai fait là. Dans une partie à 2 joueurs, ça va sur la 10, à 4 joueurs sur la 14 et à 5 joueurs sur la 16. Vous allez également préparer une pioche de cartes mission, elles sont ici, et ça sera aussi selon le nombre de joueurs. Vous mettrez 9 cartes à 2 joueurs, vous en mettrez 13, ce que j'ai fait là, à 3 joueurs, 17 à 4 joueurs et 20 à 5 joueurs. Vous allez donner à chaque joueur au hasard, en les piochant 3 cartes mission. Sur ces 3 cartes mission, chaque joueur va les regarder, en sélectionner 2 et remettre l'autre qu'il n'a pas sélectionné sous la pioche. Là, les 2 cartes, je vous les fais voir face visible, elles seront dans votre main, il n'y a que vous qui verrez vos cartes mission. Vous allez également, pour chaque joueur, lui donner un plateau joueur, 2 gondoles, 1 gondolier, 2 ponts, une dizaine d'assistants, 4 marqueurs, un marqueur qui va aller sur le 0 de la piste de score, un autre qui va aller sur le 0 de la piste du Grand Conseil, un autre qui va aller sur le 0 de sa piste intrigue, et enfin un dernier qui va aller sur le 1 de sa piste parchemin. Vous n'oublierez pas de faire une pioche pour les cartes influence que vous aurez mélangées également. Si c'est votre première partie, je vous conseille de donner à chacun ceci, c'est-à-dire une carte faveur face visible, là comme je vous l'ai mise là. Cette carte faveur permettra à tout moment de la partie pour chaque joueur de la retourner pour obtenir 5 pièces et 2 parchemins. Une fois qu'elle est retournée, elle sera inutilisable. Un joueur qui n'utiliserait pas cette carte au cours de la partie gagnera des points en fin de partie à la place. Il vous reste bien entendu à rendre disponible l'ensemble des ressources et des pièces du jeu. Et là, vous êtes prêt à attaquer, on va dire, la manche préliminaire. La manche préliminaire qui consiste à placer les gondoles de chacun dans les canaux de Venise. Chaque joueur va donc pouvoir placer ces 2 gondoles sur les quais de Venise. On va commencer par le premier joueur. Ici, le joueur bleu, il a le jeton premier joueur.
Et le premier joueur a posé sa première gondole et on va partir en sens horaire pour que chacun fasse de même jusqu'au dernier joueur. Une fois que le dernier joueur a posé sa première gondole, il enchaîne immédiatement avec sa deuxième et on repart en sens anti-horaire pour que tout le monde fasse de même jusqu'au premier joueur. Alors, au niveau des emplacements, c'est assez simple. Vous avez les quais. Ils sont comme ceci, vous les voyez, on les voit, ils sont assez lumineux et ils sont automatiquement entre les coups qu'il y a sur le plateau. Donc là, par exemple, un quai, ici un quai, etc. Donc je prends une de mes gondoles et je la place sur un quai de mon choix, comme ceci. Ça me permet de vous dire qu'il y a deux types de bâtiments. Les bâtiments standards que vous avez déployés lors de la mise en place et les bâtiments communaux qui sont ceux qui étaient pré-imprimés sur le plateau. Vous avez ici la place Saint-Marc, là vous avez le Grand Conseil et là vous avez le Palais des Doges. Donc ces deux types de bâtiments se comportent de manière légèrement différente. Si vous vous amarrez sur un quai qui est un bâtiment standard, vous allez prendre un de vos assistants et le mettre sur la première case du bâtiment. La première case, c'est celle du haut, et après on va en sens horaire pour faire 2, 3 et 4e case. Donc dans ce cas de figure, je me place sur la première case. Dans tous les cas, que vous ayez choisi un bâtiment communal ou un bâtiment standard sur lequel vous avez posé votre assistant, vous allez pouvoir activer le bâtiment et réaliser ses actions, mais ça je vous l'expliquerai plus tard de quoi il s'agit. Alors au niveau des différentes règles de placement, sachez que, allez, on va aller se placer, lui il va se placer là par exemple, il ne pose pas son assistant, lui il a envie d'aller, pourquoi pas, là-haut, donc il va poser son assistant, et après c'est encore à lui de jouer. Allez, on va le faire venir, on a le droit de s'amarrer comme ça, sur un quai où il y a déjà quelqu'un. À ce moment-là, on fait en sorte que les joueurs suivants soient les plus éloignés au fur et à mesure du quai pour qu'on sache qui est arrivé dans quel ordre. Ça me permet de vous parler de la règle du partage des emplacements. Si vous vous amarrez sur un quai où un joueur est déjà présent, ce joueur va gagner autant de points de victoire que le nombre de joueurs arrivés après lui. Donc dans ce cas, il y a un seul joueur arrivé après lui. Le bleu gagne immédiatement un point de victoire. Si un autre joueur, le violet, par la suite, tout de suite là, allait s'amarrer encore, le bleu gagnerait 2 points et le orange gagnerait 1 point. Au passage. Donc, le orange a choisi de venir là, le bleu a gagné 1 point. Ça, c'est la règle du partage des emplacements. La deuxième chose, c'est qu'il doit également poser son assistant. Ça me permet de vous dire que sur les cases 1, 2 et 3 de chaque bâtiment standard, il ne peut y avoir qu'un seul assistant. Donc, si vous arrivez et que vous devez poser votre assistant sur une case où il y en a déjà un, ça va automatiquement le pousser sur la case d'après. Et ça marche à chaque fois. Si le violet arrive, il va pousser tout le monde d'un cran. La seule chose, c'est que la 4e case, celle de gauche, elle est sans limite du nombre d'assistants. Donc au bout d'un moment, quand les assistants sont arrivés au bout du bâtiment sur la case 4, ils ne peuvent plus être poussés et ils peuvent être plusieurs sur la case en question. Voilà, donc ça c'est important pour la pause. Et donc on va faire comme ça jusqu'au bout. Donc par exemple, on va se mettre ici. On va se mettre là, pourquoi pas. Et là, chacun a posé ce qu'il avait à poser. Je ne réalise pas l'activation des bâtiments. Je vous garde ça pour plus tard. Mais sachez que à chaque fois que vous posez votre gondole et peut-être votre assistant, vous activez le bâtiment immédiatement pour en faire une action. Une fois ce placement réalisé, cette sorte de tour préliminaire, on va pouvoir commencer réellement le jeu. Au niveau du tour de jeu, les joueurs vont jouer chacun leur tour en sens horaire, en commençant par le joueur qui possède le fameux jeton premier joueur qui est ici. À votre tour, vous réaliserez un enchaînement potentiel de 5 phases, dont 2 sont facultatives, l'ensemble étant rappelé sur les plateaux joueurs, 1, 2, 3, 4 et 5 phases dont je vous parle. Le jeu va se poursuivre ainsi jusqu'à ce que la pioche de cartes mission s'épuise, ici, ou jusqu'à ce qu'un joueur atteigne la fin de partie sur la piste du Grand Conseil, c'est-à-dire qu'un pion des joueurs se retrouve sur, au minimum, le pion fin de partie qu'on a positionné tout à l'heure. Lors de la première phase du jeu, vous allez pouvoir jouer une carte influence, ce qui est facultatif. Vous aurez l'occasion d'obtenir ces fameuses cartes influence, c'est celles qui ont ce dos-là, là, qui sont ici. Et il n'y a pas de limite au nombre que vous pouvez en avoir en main. C'est donc à chaque début de tour que vous pourrez en jouer une et une seule. La carte ainsi jouée est défaussée.
Donc, par exemple, tiens, j'ai des cartes influence, qui ne peut pas être le cas en début de partie, puisqu'il faut d'abord les obtenir. Je décide de jouer gérer les stocks, j'applique son effet, et je la défausse. Mais je ne peux pas jouer l'autre carte que j'avais en main, car je ne peux en jouer qu'une. De manière classique, en cas de pioche vide, on va remélanger la défausse, et si au cours de la partie, vous avez besoin de précision sur une carte influence, consultez simplement la page 11 du livret de règles. En phase 2 du tour, vous allez pouvoir déplacer votre gondolier. Au premier tour de la partie, vous allez tout simplement prendre votre gondolier et le placer sur une des deux gondoles vous appartenant de votre choix. Par exemple, je vais le placer ici, pourquoi pas. Vous allez jouer votre tour, mais par la suite, quand ça reviendra à vous et quand vous jouerez cette phase 2 de déplacer votre gondolier, il vous faudra effectivement soit déplacer votre gondolier de la gondole sur laquelle il était vers votre autre gondole, et ça sera gratuit, soit, si vous préférez laisser votre gondolier sur la gondole sur laquelle il se trouvait, il vous faudra payer 3 pièces pour qu'il y reste. Voilà, donc c'est beaucoup plus pratique de alterner vos gondoles que de rester sur la même qui est payant. On passe en phase 3, déplacer sa gondole active, qui est une des phases les plus importantes du jeu. Votre gondole active, c'est donc celle où se trouve votre gondolier, tout simplement. Vous allez devoir déplacer cette gondole d'au moins un quai, et sachez qu'à la fin de son tour, le joueur actif transmet automatiquement au joueur suivant le jeton premier mouvement que voilà, et que c'est à cette phase qu'il est utilisé. En effet, le premier déplacement que vous allez effectuer sera gratuit. Vous allez devoir recouvrir son coût avec le jeton premier mouvement. Par exemple, je peux dire, je décide d'aller tout droit et d'aller ici jusqu'au Sénat. Hop, j'ai fait tomber mon gondolier en passant. Et j'ai donc utilisé mon jeton premier mouvement, puisque c'était effectivement mon premier mouvement, et j'ai recouvert le coup, je n'ai pas payé les 2 pièces. Après chaque déplacement, vous allez décider si vous êtes de passage à ce nouveau quai ou si vous arrêtez votre mouvement. Si vous vous arrêtez, vous devez vérifier si vous partagez votre emplacement avec d'autres gondoles, puis passer directement en phase 4 du tour de jeu. Donc le partage d'emplacement, vous n'avez pas le droit de vous arrêter sur un quai où se trouve votre seconde gondole. Ça, je ne vous l'avais pas dit pour les placements de départ parce que ça n'avait aucun intérêt de mettre ces deux gondoles au même endroit. Et tout autre joueur déjà présent gagne autant de points de victoire que le nombre de joueurs arrivés après lui. Ça, c'est ce que je vous avais expliqué par exemple avec cet exemple-ci au moment du placement initial. Si vous êtes de passage, vous pourrez activer le bâtiment correspondant, ici par exemple le Sénat, si et seulement si vous y possédez déjà un assistant placé. Voilà, et que votre deuxième gondole ne se trouve pas là, elle aussi, au passage. Si votre deuxième gondole se trouve là, vous n'activez pas en passant. Encore une fois, activer un bâtiment consiste à réaliser ces actions, et je vous expliquerai ça plus tard en phase 5. Une fois l'activation éventuelle réalisée, vous faites votre mouvement supplémentaire en payant cette fois le coût indiqué. Alors, ça me permet de vous dire que comme vous pouvez activer en passant, quand vous êtes de passage, que s'il y a un assistant à vous déjà présent sur le bâtiment, vous ne pouvez pas activer en passant les bâtiments communaux privés comme le Palais des Doges ou le Grand Conseil, puisqu'il n'y aura jamais d'assistant à vous sur ces bâtiments-là, donc ils ne s'activent pas en passant, ils ne s'activeront que si vous vous y arrêtez. Donc, vous devez, si vous avez déclaré que vous êtes là en passant, effectuer un mouvement supplémentaire. Là, je ne vais pas trop avoir le choix, je vais devoir aller tout droit, et donc payer une pièce que je vais comme cela déposer sur le plateau cette fois, et je vais avancer jusqu'au quai suivant. Quand je fais cela, je dois de nouveau indiquer si je suis de passage ou si je m'arrête à ce quai suivant. Alors, il y a 3 choses importantes lors de vos déplacements. C'est pour ça que je vous ai dit, quand je me suis retrouvé là, que j'avais pas trop le choix que d'avancer ici, parce que vous ne pouvez jamais utiliser 2 fois le même canal ou le même quai lors d'un même tour. Et c'est pour cette raison que vous posez les jetons et les pièces tout au long de votre parcours, de votre déplacement. Et cela concerne aussi votre quai de départ, c'est-à-dire que là, je ne peux pas continuer, payer une pièce, aller à ce quai, payer une pièce et revenir ici, car c'est mon
quai de départ, donc je n'ai pas le droit non plus de faire cela. Donc une fois que j'étais parti dans ce sens, là il n'y a pas de croisement dans ce canal là, donc automatiquement une fois que j'étais là, j'étais obligé d'enchaîner par là, puisque sinon je revenais en arrière. Par contre, à tout moment, vous pouvez bifurquer où vous voulez, hein. Là je peux aller tout droit, ou en haut, ou en bas, en continuant de payer si j'ai déclaré que j'étais de passage là, si j'ai déclaré que je m'arrêtais à la banque, bien évidemment, mon déplacement s'arrête ici. Ça me permet également de vous parler des ponts. En effet, certaines actions vous permettront de construire un pont dans la limite des 2 ponts comme ceci que vous possédez. Un pont peut se construire n'importe où sur le plateau, entre 2 quais et par-dessus le coup de passage. Je peux par exemple décider de construire un pont ici. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les emplacements de mes gondoles ou ma gondole active. Au moment où je construis un pont, je pourrais le construire absolument où je veux. Bien entendu, il ne peut y avoir qu'un seul pont par-dessus un coup. Moi, une fois que je suis là, plus personne ne pourra mettre un pont entre ces 2 quais, puisque je me suis déjà mis ici. Alors, quel est l'effet du pont? C'est assez simple, passer sous un pont est gratuit pour tout le monde. À partir de maintenant, si quelqu'un passe de là à là, il ne payera pas les 2 qui sont là, il aura la gratuité du passage. Donc bon, ça c'est plutôt pas mal, mais vous vous doutez bien que ce n'est pas tout, ça serait trop facile. Sachez que si vous réalisez votre premier mouvement en passant sous un pont, vous allez tout de même devoir y placer en dessous du pont le jeton premier mouvement, et que donc vous n'aurez pas 2 mouvements gratuits. Ça comptera quand même pour votre premier mouvement, malheureusement. Déjà, ça c'est un petit détail. Enfin, si vous passez sous un de vos propres ponts, vous gagnez une pièce, tout simplement, et si vous passez sous un pont adverse, vous allez gagner une intrigue. Vous étiez à 0 là au départ, vous allez augmenter en intrigue, une intrigue si vous passez sous le pont d'un adversaire. Ça me permet également de vous dire que au niveau de l'intrigue, vous avez une limite basse à 0, vous ne pouvez pas descendre en dessous. Vous avez une limite haute à 8, mais vous pouvez entre guillemets dépasser cette limite. Pour chaque point d'intrigue que vous devez prendre au-delà de 8, vous perdez 2 points de victoire. Donc ça c'est assez important. Les points de victoire, vous ne pouvez pas être négatif non plus par contre. Les parchemins, par contre, vous avez une limite fixe entre 0 et 10. Au-delà de 10, vous ne pouvez plus en gagner. Il me reste à vous parler des croisements. Quand vous êtes de passage sur un quai qui a déjà une ou plusieurs gondoles, il y a croisement. Alors évidemment, j'insiste quand vous êtes de passage, pas quand vous vous y arrêtez. Si c'est votre propre gondole que vous croisez, si j'avais décidé de continuer et d'aller par exemple jusqu'à ce quai ici, vous pourrez librement échanger des marchandises entre les deux. En effet, toutes les gondoles à l'avant ici de chaque gondole, vous allez pouvoir stocker jusqu'à 5 marchandises par gondole. Donc vous pourrez librement échanger des marchandises entre vos 2 gondoles, mais je vous le rappelle, vous ne pourrez alors pas activer le bâtiment en passant, même si vous y avez déjà là par exemple, ce qui est mon cas, un assistant, car quand vos 2 gondoles sont sur le même quai et quand vous passez, il n'y a pas d'activation. Si c'est une gondole adverse par contre que vous croisez, par exemple, si je choisis de poursuivre mon déplacement, d'aller jusqu'au quai, puis de poursuivre mon déplacement et d'aller jusqu'à l'église, allez, on va faire de la place, hop, si c'est une gondole adverse que vous croisez, dans ce cas-là, vous devez choisir indépendamment pour vous et votre adversaire de soit perdre un parchemin, soit gagner une intrigue, et chacun fait ce qu'il veut de ce côté-là, mais chacun doit le faire. Si vous croisez plusieurs gondoles en même temps, il vous faudra résoudre chaque croisement séparément. Si je venais ici par exemple, je pourrais pour le premier croisement faire des échanges, et pour le deuxième croisement, devoir soit payer un parchemin, soit recevoir une intrigue supplémentaire. Voilà, comme je vous l'ai dit, les croisements ne sont à résoudre que si vous êtes de passage et non pas si vous vous arrêtez sur le quai. Pour finir de vous parler de cette phase 3 de déplacement, j'aimerais vous alerter sur un problème repéré sur le plateau de jeu au niveau du quai qui se trouve juste au-dessus du Grand Conseil, donc le quai qui se trouve ici. Voilà, celui-là. Alors, l'emplacement de ce quai et la flèche du bâtiment associé ont été mal dessinés. La flèche qui est là devrait être dans l'angle, en réalité, et le quai, il devrait ressembler exactement à celui-ci ou à celui-là, c'est-à-dire avoir un quai sur la hauteur avec les 4 points aux 4 coins pour bien remplir en plein milieu. Conclusion, une gondole qui est sur ce quai, en fait, vous pouvez vraiment la décaler au maximum, la placer comme ceci, pour bien faire voir
qu'elle bloque, parce que si une gondole est amarrée ici, vous la croiserez quelle que soit la direction par laquelle vous arriverez. Voilà, donc petite erreur en passant, rien de grave, mais il faut vous en rappeler, parce que si vous vous mettez, on va dire, proprement sur le quai, vous pouvez penser que vous ne bloquez que dans ce sens et pas dans celui-là, et la flèche vous laisse penser que vous êtes situé dans cette portion du canal, alors qu'elle devrait être comme ceci, voilà, dessinée comme ça. Quoi qu'il en soit, quand vous avez fini cette phase 3, vous récupérez toutes les pièces que vous avez déposées partout pour les remettre dans la réserve, et vous récupérez le jeton premier mouvement que vous passez d'ores et déjà au joueur suivant, vous n'en aurez plus besoin. La quatrième phase, c'est compléter une mission. Alors, tout comme la première phase, compléter une mission est facultatif. Il s'agit de jouer une carte mission de votre main qui a le même nom que le bâtiment où vous vous êtes amarré. Par exemple, là, le orange est amarré à la banque, j'ai une carte banque, ça correspond. Alors évidemment, si le orange est amarré à la banque, ça veut dire qu'il s'est déjà déplacé, peut-être qu'il venait de là-haut, ça veut dire également qu'on va mettre son gondolier ici parce qu'il faut que ce soit sa gondole active. Voilà, ça veut dire également qu'il a au moins un assistant là, puisqu'il vient de s'y arrêter. On va tricher, on va également lui mettre les ressources dont on a besoin, ça veut dire donc qu'il a les bonnes ressources pour pouvoir payer. Voilà, donc beaucoup de choses. Donc il faut être capable de payer les ressources demandées à partir de la gondole active qui est amarrée au bâtiment qui correspond. Donc là, je suis amarré à la banque, j'ai bien la carte qui me dit de livrer à la banque, et éventuellement les parchemins. Donc là, il faut que l'orange soit capable de payer un parchemin, parce que là, il y en a un, et donc c'est 3 ressources, et effectivement, c'est bien les 3 ressources qui sont là. Si vous remplissez toutes les conditions, vous gagnez les pièces et les points de victoire qui sont indiqués dessus, et évidemment, il vous faudra comme vous livrez les ressources, les enlever de votre gondole et les remettre dans la réserve générale, bien entendu. La carte mission que vous avez réalisée, elle a un texte en bas, dans un deuxième cartouche, avec marqué permanent. Vous allez glisser cette carte mission complétée sous votre plateau joueur, en la laissant dépasser au niveau de l'effet. Vous avez 3 emplacements marqués effet permanent. Vous laissez dépasser comme ça la carte. Et vous pourrez bénéficier pour le reste de la partie de cet effet spécial. Vous êtes donc limité à 3 places, vous les voyez, 1, 2 et 3 places. Dans le cas du nombre de places atteint et que vous voulez quand même mettre une carte à la place, vous le pouvez. Vous pouvez retirer une carte et vous la glisser à ce moment-là comme ça sous votre plateau pour la remplacer par une autre. Dans tous les cas, vous êtes limité à 3 effets permanents en même temps à tout moment du jeu. La 5e phase du tour, c'est d'avancer son assistant et ou d'activer le bâtiment. Et cette phase est le cœur du jeu avec la phase 3. Cette action ne se réalise que sur le bâtiment où vous vous êtes amarré à la fin de votre déplacement. Pour la partie avancer son assistant, vous pouvez avoir des assistants sur tous les bâtiments standards, c'est-à-dire pas ceux qui sont pré-imprimés sur le plateau, je vous le rappelle. Vous êtes limité à 1 assistant par bâtiment et à 10 assistants en tout. Donc la partie de l'action qui consiste à avancer son assistant ne peut plus être réalisée si vous avez déjà posé tous vos assistants. Si je suis le joueur violet et que je suis en cours de déplacement et que j'arrive ici, donc évidemment j'avais mon gondolier dessus, c'était ma gondole active, et que je n'ai plus d'assistant, je ne pourrais pas le poser, et donc je ne pourrais pas réaliser l'action. Le premier joueur d'ailleurs à avoir posé tous ses assistants dans la partie gagne immédiatement 8 points de victoire. Si par contre j'ai encore des assistants, eh bien si je n'ai pas d'assistant quand j'arrive sur un bâtiment, j'en pose un sur la première case tout simplement, donc l'emplacement du haut, et si mon assistant est déjà présent, si là j'étais arrivé et que j'étais déjà comme ça au moment de mon arrivée, et que je m'amarre sur ce quai, mon assistant va automatiquement avancer d'une case en sens horaire jusqu'à la 4e case au maximum, parce qu'on ne peut jamais la dépasser. Alors, que se passe-t-il si on a déjà
du monde dessus. Si là, je viens d'arriver et que je suis exactement dans cette configuration, donc si un autre ou plusieurs autres assistants se trouvent sur le bâtiment, et en l'occurrence, au moins un assistant se trouve sur la case que je veux occuper, que se passe-t-il? Là, j'arrive, je dois avancer, je ne peux pas, donc je pousse les autres assistants. Lui-même devrait pousser le suivant, sauf qu'en case 4, on arrête de pousser et la case 4 est non limitée en nombre d'assistants. Donc dans ce cas de figure, si je venais d'arriver, je me serais décalé d'un, l'orange serait décalé d'un et il aurait cohabité sur la case 4, qui est la limite qu'on ne peut pas dépasser et qui est le seul emplacement qui peut contenir plusieurs assistants. Pour les bâtiments standards donc, quand vous allez activer le bâtiment, regardez sur quel emplacement se trouve votre assistant pour pouvoir activer indépendamment chaque emplacement occupé ou traversé précédemment. Donc, pour vous montrer un exemple, si mon assistant se trouve sur la case 3 de ce bâtiment, je vais pouvoir activer la case 1 et gagner cette ressource, je vais pouvoir activer la case 2 et faire cet effet, et je vais pouvoir activer la case 3 et faire cet effet. Je peux faire cet effet, ne pas faire celui-là, et réaliser celui-là si je le désire par exemple. Voilà au niveau de ce type de bâtiment-là. Sachant que quand je réalise un effet sur ce type de bâtiment, je dois le réaliser intégralement. Par exemple, s'il y a un effet comme là au Sénat qui me fait gagner une intrigue et 2 parchemins, je ne peux pas dire je prends les 2 parchemins et pas l'intrigue. Chaque effet est réalisé entièrement ou pas. Également, tout effet jouant sur les ressources ne concerne que la gondole active. C'est-à-dire que quand vous gagnez des ressources, vous devez les mettre dans la gondole qui est là amarrée et pas dans l'autre à l'opposé, bien entendu. Voilà. Vous êtes limité d'ailleurs à 5 ressources par gondole. Une gondole ne peut jamais contenir plus de 5 ressources, mais vous pouvez toutefois défausser les ressources de votre choix pour faire de la place à de nouvelles ressources si vous avez déjà atteint le maximum. Alors, concernant les bâtiments standards, il y a un problème sur le conseil des 10. C'est celui-ci, le conseil des 10. Le 3e emplacement, celui que je vous montre là, a un petit souci. Un slash d'habitude dans le jeu veut dire que vous faites quelque chose par nombre ou par lot de choses que vous avez. Là, ce n'est pas du tout le cas. Le slash veut dire ou. Il n'aurait pas dû avoir un slash, il aurait dû avoir un ou. Donc, dans ce cas de figure, vous allez construire un pont ou recevoir 2 points de victoire. Pour les bâtiments communaux, c'est-à-dire ceux qui sont ici pré-imprimés, vous allez simplement appliquer leur effet, il n'y aura pas d'assistant à poser ou à faire tourner dessus. La place Saint-Marc qui est là-haut et le palais des Doges qui est ici vous permettront entre autres d'obtenir de nouvelles cartes missions, les fameuses missions que vous allez pouvoir réaliser, livrer des marchandises là où on vous le demande. Voilà, ça vous permettra d'en obtenir de nouvelles, mais vous devrez toutefois payer des impôts si vous désirez effectuer cette partie de l'action. Il s'agit de payer une pièce par carte mission que vous possédez déjà, qu'elle soit complétée ou non. Et puis ensuite de piocher 2 cartes de mission, d'en conserver une et de remettre l'autre sous la pioche. Donc à chaque fois que vous allez prendre des nouvelles cartes mission, vous allez devoir payer des impôts. Alors attention, il y a également erreur sur le plateau au niveau de la place Saint-Marc là-haut donc et du palais des Doges, puisqu'il est marqué tirez 2 cartes, gardez-en une, et enfin payez 2 impôts. Payez des impôts, pardon. C'est l'inverse, c'est ce que je viens de vous dire, c'est vous payez d'abord les impôts, et ensuite vous tirez 2 cartes et vous en gardez une. Donc, grosso modo, vous ne payez pas d'impôts sur la carte nouvellement acquise, c'est dans cet ordre-là, et pas dans l'inverse. Également, le 3e bâtiment communal, c'est le Grand Conseil. Il est là. Il vous permettra, lui, d'avancer sur la piste du Grand Conseil, la fameuse piste du Grand Conseil qui est ici. Vous avancerez d'une case, et vous avancerez également d'une case supplémentaire par joueur ayant moins d'intrigues que vous. Et là aussi, il y a une erreur sur le plateau à ce niveau-là, au niveau de l'iconographie qui est là, puisque sur le plateau, il est indiqué que vous avancerez d'une case supplémentaire par joueurs qui auront plus d'intrigues que vous, et là, c'est faux. Donc c'est bien, j'avance d'une case ici, plus une case par joueur ayant moins d'intrigue que moi. Je vous ai mis dans le descriptif de la vidéo un lien correctif à imprimer pour le Grand Conseil et pour le Conseil des 10. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Lorsque la dernière carte mission est piochée
ou qu'un joueur atteint, comme là, le pion fin de partie sur la piste du Grand Conseil, cela déclenche la fin de partie. Dans les deux cas, le pion fin de partie est placé en haut, ici, sur la case que je viens de vous montrer, sur la case verte de gauche, située au bout de la piste, ici. Cette case indique fin de partie déclenchée. À ce moment-là, vous allez finir le tour en cours jusqu'à ce que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours. Vous allez ensuite déplacer le marqueur sur la case du milieu qui vous indiquera avant-dernière manche et vous allez jouer une manche supplémentaire. Et vous allez ensuite vous déplacer, une fois que tout le monde aura joué cette manche supplémentaire, sur la case de droite qui indique dernière manche et tout le monde va jouer encore une manche supplémentaire et on passera au score final. Donc vous l'avez compris, quand vous déclenchez la fin de partie en prenant la dernière carte ici ou en arrivant sur le marqueur sur la piste, vous allez finir la manche en cours et jouer 2 manches supplémentaires avant de passer au décompte des points et au score final. Au niveau du décompte des points, on va regarder la position de chacun sur la piste du Grand Conseil. Il y aura des points selon le nombre de joueurs qui seront attribués. Si vous êtes sur le 0 de cette piste, vous ne pouvez pas prétendre à gagner des points, même si vous êtes dans le classement à une place qui vous aurait donné des points. Et si des joueurs sont à égalité, ils obtiennent la moyenne de points de victoire de leur place additionné, arrondi à l'inférieur. Donc dans ce cas de figure, si on avait été égalité comme ça pour la première place à 3 joueurs, la première place à 3 joueurs c'est 12, la deuxième c'est 6, si c'est 12, 18 divisé par 2, 9 points chacun, on n'a pas besoin d'arrondir, il n'y a pas de problème. Voilà pour le Grand Conseil. Ensuite, on va regarder l'influence de vos assistants. C'est le nombre d'assistants que vous aurez posé sur les différents bâtiments du plateau. Si vous en avez posé moins de 7, donc de 1 à 6, vous n'aurez pas de points. Si vous en avez posé 7 ou 8, vous aurez la moitié des points que vous avez marqués au Grand Conseil arrondi au supérieur, cette fois. Mais bon, en l'occurrence, 12 points divisé par 2, ça ferait 6, il n'y a pas de problème. Si vous en avez posé 9 ou 10, vous aurez les points que vous avez à la piste du Grand Conseil. Donc là, ça serait 12 points directement de marquer. Vous allez enfin essayer de réduire votre intrigue que vous avez sur votre plateau, sachant que vous payez 2 parchemins pour réduire une intrigue, par exemple, 1, 2, je réduis, 1, 2, je réduis, ou vous pouvez payer également 4 pièces, ce que je vais faire là par exemple, pour réduire encore de une intrigue, et vous allez faire ça au maximum de votre possibilité, sachant qu'il n'est pas important de garder des parchemins pour les points de victoire de fin de partie, mais qu'il peut être important de garder des pièces pour les points de victoire de fin de partie. Donc chacun des joueurs pour regarder quelle est la capacité maximale de réduction de ses adversaires, pour éventuellement conserver des pièces dont il aurait besoin, parce qu'il n'aurait pas besoin de réduire plus son intrigue. Et vous allez voir que c'est important de ne pas avoir le plus d'intrigue, donc c'est tout le cœur du jeu. Ensuite, s'il vous reste des lots de pièces, par 4 pièces, vous gagnerez 1 point, là ce serait pas mon cas. Si vous avez joué avec la carte saveur du doge, parce que c'était une de vos premières parties, si vous ne l'avez pas retournée, vous marquez les 4 points qui sont indiqués, si elle est retournée, vous ne marquez rien. Et enfin, celui qui a le plus d'intrigue à partir de ce moment-là se retrouve arrêté par l'Inquisition et il est éliminé. C'est-à-dire que quel que soit son montant de points de victoire accumulé jusque-là, il ne peut plus prétendre à la victoire. En cas d'égalité entre 2 joueurs qui auraient le plus d'intrigue, c'est celui qui est le plus loin du premier joueur qui se retrouve arrêté. Et donc le gagnant est celui qui n'a pas été arrêté et qui a le plus de points de victoire. Et s'il y a égalité, ça sera le plus proche du premier joueur dans l'ordre du tour qui sera le gagnant. Donc vous l'avez compris, au fur et à mesure de la partie, pour différentes actions plus ou moins puissantes, vous allez prendre des intrigues et à la fin de la partie, il faudra être capable de réduire au maximum son intrigue et ne pas être celui qui en a le plus. Après, même si vous en avez beaucoup, tant que vous n'en avez pas le plus, vous pouvez participer au score final entre guillemets et être encore le vainqueur, mais si vous en avez le plus, quel que soit votre score, vous ne pouvez pas gagner et c'est là aussi tout le cœur du jeu.
Sachez qu'il existe une variante pour jouer à 2 joueurs en page 13 du livret de règles qui nécessitera les cartes et pions contrebandiers et une variante solo en page 14 et 15 qui nécessitera également les contrebandiers ainsi que les cartes doge. Alors, eh bien, que vous dire sur ce Venice? Moi, j'aime beaucoup les jeux sur la thématique vénitienne et je dois avouer que pouvoir parcourir les canaux sur des gondoles, c'est vraiment très sympa. Le jeu, il est visuellement très réussi. Moi, j'aime bien l'idée également d'avoir un côté jour et un côté nuit au niveau du plateau. Concernant les mécaniques, je ne suis pas personnellement un fan absolu du pick-up and delivery et pourtant là, ça passe vraiment très bien car la collecte ou la livraison de ressources est associée à beaucoup d'autres choses très intéressantes. Le renouvellement des parties, il se fait bien avec les cartes missions et les emplacements de départ des bâtiments et les emplacements de départ des gondoles qui renouvellent bien tout ça. Alors l'ensemble n'aurait mérité que des compliments, hein, si les règles avaient été mieux écrites, car à mon sens c'est compliqué à suivre, et surtout si des erreurs ne s'étaient pas glissées au niveau du plateau de jeu ou des tuiles. Donc j'en profite pour vous rappeler que je vous ai mis en correctif, en descriptif, pardon, un correctif vers les fichiers qu'il vous faut pour les tuiles qui ont des soucis. L'autre problème constaté est plus un problème lors des premières parties. Moi ce qui m'a un petit peu gêné, c'est que quand un assistant est sur un emplacement d'un bâtiment, voilà, comme ceci par exemple, on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Du coup, on passe son temps à soulever pour regarder ce qui se passe quand on ne connaît pas bien le jeu. Évidemment, là, il y en a un, mais imaginez s'il y en a plusieurs. Le problème est multiple au niveau de chaque bâtiment. Voilà. Alors ça, je pense que ce problème se règle de lui-même quand on connaît mieux le jeu, hein, dans tous les cas. Mais les premières parties, moi, j'ai trouvé ça un petit peu ennuyeux. Quand il y avait 2-3 assistants un peu sur tous les bâtiments, j'étais obligé de soulever un petit peu à droite à gauche pour savoir ce que je pouvais faire. Quoi qu'il en soit, ça reste un jeu intéressant et plaisant, qui à mon avis plaira à beaucoup de monde, et qui est fluide. Une fois les règles assimilées, on s'aperçoit que ça coule assez facilement, et on sait quoi faire, et du coup le temps de jeu est relativement raisonnable. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et vous cliquez là, en bas à gauche, pour vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.